Il y a quelques jours, je vous ai proposé une vidéo sur les conséquences de l'absence du père pour les garçons. Cette fois-ci, je vais m'attarder sur les filles et ça va être beaucoup plus long, puisque les filles, c'est celles qui deviennent mères et donc qui ont plus de responsabilités parce que quoi qu'il se passe, elles ne pourront pas fuir. Parce que enceinte, tu fuis, le bébé te suit. Donc, je vais accorder bien plus de temps pour les filles dans cette vidéo. Alors, que signifie la présence du père ou de la figure paternelle pour la fille? Alors, le père amène l'autorité dans la famille, de l'amour en plus, et de la bienveillance. En étant clair sur les limites et les attentes, il établit des normes à sa fille. Le papa fournit aussi la sécurité et la protection matérielle et psychologique à travers l'engagement du père envers la famille. Donc on se rappelle que j'avais parlé bien sûr de l'implication financière du papa dans la famille, mais aussi donc une implication éducative, parce qu'il est plus strict, enfin il est censé être plus strict que la mère, savoir mettre des limites donc et des attentes. Le papa permet également à la fille de se projeter dans une relation amoureuse future après avoir témoigné de sa relation avec sa mère, en espérant bien sûr que la relation entre ce couple-là, du papa et de la maman, est une relation saine, bien sûr. La relation père-fille permet aussi à la future femme d'avoir de bonnes bases pour appréhender des relations sociales et amoureuses avec la gente masculine, à travers les conseils que son papa lui apportera, à travers aussi l'attention qu'il aura envers sa fille et à travers cet amour paternel. Le papa offre aussi à sa fille une relation dépourvue de cette connotation sexuelle qu'on peut retrouver dans la plupart des relations homme-femme. Alors encore une fois, si je dois le dire, je ne vais pas faire de généralisation. Il y a certaines femmes, certaines filles qui vivent très bien l'absence du père, qui ne ressentent pas ce vide que d'autres ressentent, mais ce n'est pas pour autant donc qu'il faut occulter les personnes plus vulnérables qui vivent difficilement l'absence du père, et cette absence a des répercussions graves sur leur vie, et parfois de manière transgénérationnelle. Et lorsque le papa est donc absent, il existe de multiples conséquences de cette absence du père pour les filles. Alors je vais en énumérer certaines, c'est déjà pas mal, mais il y en a certainement d'autres que j'ai oubliées. Donc à cause de l'absence du père, certaines filles sont sujettes à des troubles ou des difficultés de comportement. Elles ont des difficultés donc à respecter l'autorité, et souvent ça se fait sentir à l'école, puisque c'est à l'école qu'on passe la majorité de son temps, donc à travers l'absentéisme, les difficultés de concentration scolaire, la démotivation scolaire justement, la rébellion envers les profs, et des problèmes dans les relations sociales, dans les relations avec les amis, avec les camarades. Certaines filles, donc confrontées à des difficultés ou à des troubles de comportement, ont tendance à se créer un faux persona. Elles jouent un rôle de caïd pour cacher en fait leur peur et leur frustration à cause de la perte ou le manque de cette absence du père. Alors moi, j'ai tendance à me reconnaître un peu là-dedans. Alors pour la petite histoire, moi j'avais un papa qui faisait la navette entre le Cameroun et la France. Le Cameroun et la France. Je me rappelle pas du tout d'avoir subi difficilement cette absence, si ce n'est à l'adolescence justement. Donc moi je me rappelle qu'au lycée, j'avais parfois des périodes où j'avais des difficultés de concentration à l'école et j'étais vraiment en rébellion. J'étais très agressive envers les profs et justement j'avais un peu ce persona de caïd, quoi, pour ceux et celles qui ont passé le lycée avec moi. Ces filles sont plus sujettes à souffrir de dépression, de stress, d'anxiété, de troubles alimentaires et d'obésité. Certaines de ces filles ont aussi du mal à gérer leurs émotions. Donc ça se caractérise parfois par des personnes qui partent au quart du tour, d'autres qui prennent les problèmes des autres comme leurs propres problèmes et donc se sentent envahies et qui ont donc du mal à faire la part des choses et à mettre des barrières, à mettre des limites
à faire la différence entre les problèmes des uns et les problèmes des autres. Alors l'instabilité émotionnelle se joue aussi dans les relations de couple adultes, c'est-à-dire c'est quand, dès la première difficulté de relation de couple, se fait sentir, voilà la femme qui va se mettre à vociférer sur son compagnon et de l'émasculer en lui disant que c'est un bon à rien, il n'est pas digne d'être un homme, ce n'est pas un vrai homme, parce que encore une fois, on est en train de rejouer le fantasme qu'on a du père, le fantasme qu'on a de ce que notre père imaginaire aurait dû être, et c'est le compagnon qui en prend plein le visage. Guilty. J'ai été ce genre de personne. D'autres ont des difficultés à se rendre vulnérables, c'est-à-dire à faire confiance, à lâcher prise dû à un manque de confiance en soi. Ce sont celles qui mettent des barrières pour empêcher les gens d'entrer par peur de souffrir, encore en fait, de cet abandon du père. Et pour illustrer cela, ce sont les femmes dans les relations amoureuses qui ne laissent pas de place à l'homme. C'est celles qui veulent tout contrôler, celles qui veulent prendre toutes les décisions, qui veulent gérer leur foyer comme bon leur semble. Lorsque le partenaire veut prendre une décision, et sa décision n'est jamais validée par la femme, n'est jamais à la hauteur de ce que la femme attendait, et donc la femme finit toujours par prendre la décision ultime. Ce qui est marrant, c'est que ces filles, ces femmes, vont juger très mal leur partenaire parce qu'il ne prend pas de décision, alors qu'elle ne leur laisse pas la place pour prendre quelconque décision. Et dans ce genre de relation, l'homme se sent quelque peu émasculé, il se sent inutile, et donc cette relation tend à se conclure par un échec. L'absence du père peut aussi générer une faible estime de soi et un manque d'amour-propre. Effectivement, dans la réflexion de ces filles qui n'ont pas eu de papa, si le premier homme n'est pas resté pour nous aimer, pourquoi d'autres le feraient ? Et à cause de cette réflexion inconsciente, certaines s'auto-sabotent en amour parce qu'elles pensent ne pas mériter. Alors ça se caractérise par des femmes qui auront un partenaire sain, un partenaire correct, mais qu'elles vont tout le temps le tourmenter en lui disant « oui, cette relation ne va pas fonctionner, tu vas finir par me quitter, tu vas finir par me quitter », ou certaines qui vont soupçonner leur partenaire de tromperie, qui vont tout le temps le harceler en lui disant « oui, je suis sûre que tu me trompes, je suis sûre que tu vas me tromper ». Voilà, ce genre de choses pour caricaturer. D'autres, inconsciemment toujours, se trouveront dans des relations vouées à l'échec. Et ça se caractérise par des femmes qui choisissent des hommes qui sont complètement indisponibles parce que c'est déjà un homme marié, donc il a déjà des responsabilités familiales. Des femmes qui vont choisir des hommes qui sont dépourvus de vertu, dépourvus d'autres responsabilités. Ils n'arrivent même pas à se tenir eux-mêmes. Et donc voilà, ce sont déjà des relations vouées à l'échec. Et d'autres encore essaieront de se plier en quatre pour être acceptés de l'autre, pour mériter l'amour de l'autre. Et ça, c'est quand même caractérisé par un comportement assez pathétique en fait. Et qui résulte de cette recherche d'attention, cette recherche de validation, d'approbation. Ces femmes-là se retrouvent souvent dans des relations toxiques. Et on en arrive toujours de toute façon à un échec de la relation où on risque d'être enfermé dans une situation abusive. D'autres conséquences de l'absence du père, la mère, elle, étant présente et étant le rôle modèle de la fille, on a tendance à développer du ressentiment envers elle. On cherche un coupable à identifier et à punir. Et la mère, en fait, c'est la parfaite victime. Étant donné qu'elle a toujours été présente, elle ne risque pas de nous quitter. Les filles ayant grandi sans père ont plus de risques de tomber dans la promiscuité et d'avoir des grossesses précoces. Et ce, pour de multiples raisons. Donc parfois, c'est parce qu'elles recherchent de l'attention masculine, cette attention masculine qui nous a manqué. Parfois, c'est à cause du manque d'informations sur la manière de se comporter avec le sexe opposé. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on a un tout petit peu d'attention d'un homme, on lui ouvre notre porte sacrée parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on doit faire. Puisqu'on n'a pas eu cette expérience masculine saine de la part de notre papa, on ne sait pas comment réagir
dans les relations avec la jante masculine. Il y a aussi cette recherche d'un amour qui remplacera ce vide laissé par l'absence du père, par l'absence de l'amour du père. Certaines, à travers la promiscuité ou une grossesse précoce, cherchent un sens à leur vie. Et ça, c'est surtout vrai pour les personnes précaires. Puisque, bien évidemment, avoir des rapports sexuels et tomber enceinte, c'est à la portée de toutes les femmes. Et donc, avoir un enfant semble bien plus abordable, en tout cas dans la création, semble bien plus abordable que d'aller prendre des cours de piano ou voilà, quoi, s'investir dans des activités pour lesquelles il faut une certaine ressource. Les filles dépourvues de la présence de papa ont aussi plus de risques de subir des violences physiques, de la maltraitance émotionnelle et aussi des violences sexuelles. Alors par qui? Par la maman, par la fratrie, donc oui, les garçons ou les filles, mais aussi par la famille éloignée, mais également les amis de la maman qu'elle fait entrer dans la maison. Alors pour illustrer mon propos, je vais partager avec vous une vidéo qui a tourné récemment sur les réseaux sociaux d'une maman qui affiche sa fille sur les réseaux sociaux parce qu'elle a, pour 5 € proposé d'effectuer des photos de ses parties intimes. La fille a, je crois, 9 ans et clairement, on peut comprendre dans cette vidéo qu'il n'y a pas de papa dans les parages. Ça, c'est clair parce qu'un papa avec un esprit sain n'aurait jamais accepté que sa femme, la mère de sa fille, foute la honte à sa fille et à toute la famille sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont incapables de poser des limites à leurs enfants pour qu'ils n'aient pas à vouloir attirer ce genre d'attention. This is Michaela's mama. I have this phone now. The next person that fucking texts this phone and send Michaela any money for a pussy picture, ass picture, anything, I'm sending your information to the police. Michaela's underage. Look at this motherfucking phone. She's underage. This bitch been sending pictures. I got all the screenshots of everybody who done sent her money for. Turn around. Turn around. She has no ass. She has no turn. I said turn the fuck around. What ass you got? And you in here trying to take pictures in my motherfucking house. Bitch, you don't even clean up. You don't even clean up. And you in here taking ass pictures and shit in my house and asking motherfuckers to cash app you $5? What's $5? Again, why you in my house taking pictures of your ass and shit in my house? Huh? Answer me. Because I can't fuck you up on this camera. But you already know how it's finna go down. Why you on this phone taking pictures of your flat ass in my motherfucking house? Answer me. I said answer me. You get on Instagram all motherfucking day, answer me. Because I act like I'm grown, I'm not. You not. You damn sure fucking not. I'm finna fuck you up. Don't nobody send her another fucking DM, a text message, not a motherfucking thing. I got this phone. Don't send shit. And if any fucking Cash App request come through, I'm taking a screenshot and I'm gonna send it to the laws when I send her bitch ass and let y'all know that y'all on here paying for prostitution. Alors clairement, cette femme croit qu'elle donne une leçon à sa fille, alors qu'il y a ce qu'on appelle ce double bind, c'est-à-dire qu'elle veut empêcher sa fille de se comporter de manière hypersexuelle, tout en hypersexualisant sa fille. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. L'absence du papa dans le foyer augmente aussi le risque, pour le garçon comme pour la fille, de tomber dans une quelconque addiction. Donc par exemple la drogue, l'alcool ou justement un trouble alimentaire. Et donc à cause de toutes ces raisons, qui peuvent être multipliées dans différents cas, l'expérience de l'absence du père risque d'être répétée de manière générationnelle car on n'a pas travaillé cette perte. Alors de multiples raisons peuvent être données qui expliqueraient l'absence du père, que l'on accepte ces raisons comme valables ou pas. Donc il y a les difficultés du contexte migratoire et l'adaptation au nouveau pays d'accueil, c'est-à-dire pour le papa patriarche donc qui vient
d'une société patriarcale, il arrive en France, par exemple, il doit chercher du travail dans un contexte raciste pour la plupart du temps. Ses capacités qu'il avait dans son pays sont vues, en tout cas sont pas vues à leur juste valeur, et donc il doit quelque part se rétrograder, et donc il prend un coup à son amour-propre, où il est au chômage, il n'arrive plus à sécuriser la famille financièrement, et pour certains, qu'on peut qualifier de fragiles ou pas, ces complications se font ressentir dans le foyer, et parfois s'achèvent par une séparation, et de la séparation, parfois la distance est prise parce qu'on n'arrive pas à jouer son rôle de père. D'autres raisons comme l'addiction, l'addiction de la mère, l'addiction du père. Il y a parfois donc, pour quelque raison que ce soit, séparation, divorce, décès, mais pour le décès, c'est quelque chose de différent parce que si le papa était un père sain, disons que le deuil est moins difficile, on va dire, à faire parce qu'il nous reste les souvenirs positifs. On peut également noter comme raison valable ou pas, enfin moi je trouve ça une raison valable de toute façon, la violence conjugale ou un viol tout simplement. C'est-à-dire qu'on est le fruit d'un viol. L'exemple de Priska que j'ai utilisé pour la première vidéo, donc une aventure furtive, une aventure d'un soir. Et, voilà. Et comme une dernière raison, même si je sais qu'il y en a d'autres, on peut parler de cette répétition générationnelle et cyclique de l'absence du père. C'est-à-dire que parfois on retrouve dans les foyers l'absence du père à de multiples générations. C'est-à-dire je suis une fille sans père, ma mère était une fille sans père, ma grand-mère était une fille sans père. On peut donc trouver en fait un mix de ces raisons dans certaines situations. Donc il peut y avoir dans un foyer le problème d'addiction conjugué avec le problème de la violence conjugale par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que la conséquence reste la même pour l'enfant ou pour la personne en tout cas qui vit l'absence du père, c'est que papa n'est pas là. Et donc, le mieux, pour aller de l'avant, de travailler cette perte. Alors, on va essayer de réfléchir là-dessus. Alors, si je pouvais offrir quelques conseils pour les mamans qui se retrouvent dans cette situation avec leurs jeunes enfants, je leur dirais qu'il est primordial de communiquer avec ces enfants. Expliquez-leur la situation clairement, avec amour et compréhension. Alors, bien évidemment, je sais que c'est difficile selon justement les raisons pour lesquelles papa est absent. Si papa il est absent parce que c'est le fruit d'un viol, on se demande comment on va pouvoir expliquer ça à l'enfant. On n'a peut-être pas encore travaillé ce vécu traumatique. Et donc voilà, si on a besoin de l'aide d'un professionnel compétent, il ne faut surtout pas hésiter à faire appel à cette aide-là. Pour certaines, ça peut aussi être juste difficile, justement comme Priska, ou comme d'autres femmes, d'autres mamans, d'expliquer qu'en fait on ne connaît pas le papa, parce qu'on avait plusieurs partenaires, on ne connaît pas le papa. Mais vraiment, comme dit l'adage, « The truth will set you free », c'est-à-dire la vérité libère. Et pour citer encore une fois Ian Van Zandt, que j'aime beaucoup, « Love me enough to tell me the truth ». Donc, aime-moi assez pour me dire la vérité. Autre conseil, ce serait de faire appel à la famille pour offrir aux enfants plus d'attention, voire leur proposer des figures masculines bienveillantes et saines. Alors parce que on n'est pas simplement des victimes, on n'est pas toujours des victimes, mais parfois on est celui qui a créé le problème. Donc pour celles qui ont soi-disant trop d'amour-propre, qui sont plutôt orgueilleuses ou blessées d'avoir été tout simplement dupées ou trompées par leur partenaire, travaillez cela. Il ne s'agit pas de vous et de votre relation avec ce partenaire-là, mais de la relation père-fille ou père-fils. Donc, accordez cela à l'enfant. Ne prenez pas l'enfant en otage dans vos histoires de fierté mal placées. Et si vous en avez la possibilité, contactez le père afin de trouver un terrain d'entente. Et bien sûr, c'est sans disculper le papa qui pourrait aussi
forcer les choses dans la loi, c'est-à-dire d'avoir le droit de voir son enfant. Et donc, comme je disais avant, pour les situations plus complexes, surtout ne pas hésiter à faire appel aux personnes et institutions compétentes. Prenez contact avec des psychologues, des thérapeutes, des conseillers familiaux pour donner la chance à vos enfants d'avoir, si elle est possible, d'avoir cette relation père-enfant, cette relation père-fille, cette relation père-fils qui est très importante pour l'enfant. Maintenant, si je peux offrir certains conseils aux femmes adultes qui sont toujours envahies par le vide causé par l'absence du père, je dirais de faire le deuil de la perte de votre papa. Donc j'utilise papa en tant que petite fille. Et pour illustrer mon propos, on peut donc utiliser la courbe du deuil. Donc dans la courbe du deuil, on voit qu'il y a plusieurs phases. Et quand on voit la courbe, on a une phase descendante, donc la phase négative, et une phase ascendante, la phase positive. Et donc en fait, cette courbe du deuil, elle peut être utilisée pour toutes sortes de pertes, que ce soit une perte sociale, une perte physique ou une perte professionnelle. Donc voilà la courbe à gauche qui commence par le choc, donc la perte, donc quand la perte surgit. Donc je ne vais pas vraiment détailler la phase négative, si ce n'est de dire que la phase négative, de toute façon, tant qu'il n'y a pas eu acceptation, on est dans cette phase négative. Donc c'est quand la perte a des répercussions négatives sur sa vie. Donc voilà, le déni, la colère, marchandage, la dépression. Et donc moi, je vais me focaliser sur l'acceptation, parce qu'en fait, si on veut aller de l'avant, on doit se focaliser sur cette phase ascendante et accepter les faits. Et les faits peuvent être résumés en très peu de mots. Papa n'est plus là, papa est parti ou papa ne reviendra pas. Donc commencer à aller de l'avant, c'est accepter la réalité. C'est-à-dire que cette relation tant espérée n'aura pas ou n'aura plus lieu, même si le papa n'est pas physiquement mort. Hein. C'est cette relation fantasmée à laquelle on s'accroche, celle qui fait mal, celle qui doit changer, et ça passe par accepter de vivre dans la réalité des faits. Papa n'est pas là. Et donc pour continuer dans cette phase ascendante, on doit arriver à ce qu'on appelle l'étape du pardon. Se pardonner à soi-même, pardonner à la maman, pardonner au papa. Donc se pardonner à soi-même d'avoir pris de mauvaises décisions à cause de ce manque, cette absence du père. Se pardonner d'avoir été dur envers sa mère, d'avoir mal jugé sa mère, d'avoir été dur aussi avec son père, d'avoir espéré autre chose que ce qu'on a vécu, et surtout se pardonner d'avoir longtemps cru que c'était à cause de nous que papa était parti. Alors cette étape, ça doit être l'étape la plus compliquée. Elle est certainement pas à négliger, enfin, c'est même pas possible de pouvoir la négliger. Et si ce travail ne peut pas être fait de manière individuelle, surtout, mais surtout, n'hésitez pas à faire appel à une institution compétente, faire appel à des personnes compétentes. Donc, c'est des thérapeutes, des psychologues, pour pouvoir travailler l'acceptation d'abord et pouvoir surtout travailler de manière plus profonde sur le pardon et comment on pardonne. On arrive ensuite à l'étape du renouveau. Comme disait Maya Angelou, « When you know better, you do better ». Donc quand on a plus d'informations, on fait mieux, quoi. Ouais, à cette étape de la phase de reconstruction, il est conseillé d'investir positivement sur soi-même, de se consacrer à des choses qui nous font du bien, des choses qu'on a toujours voulu faire, vraiment, voilà, s'investir sur soi-même, prendre du temps pour soi-même. Et surtout, puisqu'on a travaillé sur le pardon, sur l'acceptation et le pardon, voilà, notre cerveau est bien plus ouvert pour avancer et donc pour expérimenter de nouvelles choses. La dernière étape, c'est
la sérénité. Donc, la sérénité, c'est quand on peut parler de son passé sans peur de conséquences futures. Donc, quand on peut parler de son passé sans amertume, sans émotion, voilà, de manière factuelle presque. Voilà, c'était ma vie, c'est comme ça. Donc, on peut parler de sa vie, de son expérience passée de manière sereine. Donc, comme je disais, cette phase de reconstruction n'est pas une mince affaire. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide personnelle et professionnelle si besoin. Mais attention, la perte ne disparaîtra jamais. La perte ou le manque de l'absence du père sera toujours là, mais aura moins, voire quasi plus d'impact sur notre vie. Alors, si je dois donner un conseil à mes petites sœurs, ou plutôt aujourd'hui, du haut de mes 40 ans, à mes filles, ces mamans à venir, c'est surtout d'examiner vos partenaires potentiels. Parce qu'il y a déjà des réponses à vos questions, peut-être des réponses à des questions que vous ne vous posez même pas, mais qui seront primordiales d'avoir la réponse. Examiner sa famille, c'est-à-dire de savoir la relation qu'il entretient avec sa mère, la relation qu'il entretient avec son père, comment s'est passée la relation entre les deux dans la famille. Examiner votre partenaire, c'est aussi tout de suite voir s'il sait tenir ses promesses, quels sont ses projets et comment il fait au jour d'aujourd'hui pour pouvoir atteindre ce projet dont il vous parle. Et surtout, n'ignorez pas ce qu'on appelle les red flags. Si ça marche comme un canard et ça se comporte comme un canard, c'est que c'est certainement un canard. Donc n'ignorez pas ces red flags, vous risqueriez de le regretter. Pour donner un exemple caricatural, si vous entretenez une relation avec un homme marié, sachez qu'il ne respecte pas spécialement ses vœux et donc qu'il n'a pas beaucoup de paroles et qu'il risque surtout de vous faire la même chose parce que vous venez de montrer que vous non plus, vous ne respectez pas spécialement le mariage ou l'union. Si vous êtes dans une relation avec un homme qui a déjà 3 enfants de 3 mères différentes, sachez que vous risquerez certainement d'être la 4e. Et enfin, le conseil le plus effectif, le plus important, c'est de miser sur vous. Parce que même avec tout ça, il est possible que ça foire. Vu les statistiques, il est possible, en tout cas, de connaître la séparation et peut-être donc la distanciation du papa par rapport à votre enfant. Donc le mieux, c'est de miser sur vous. Faites des études. Soyez déjà établi financièrement avant d'envisager une famille avec un homme. C'est un conseil de sœur, c'est un conseil de maman. Soyez bon avec vous-même, tout en travaillant toujours sur vous-même. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si j'ai oublié certaines conséquences de l'absence du père, n'hésitez pas à m'en faire part et faites-moi aussi part de votre expérience si c'est le cas. Je suis Ketsom, psychologue, et mon ambition est de contribuer à l'amélioration de la santé mentale des femmes noires. Peace.